Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition locale d'Estuaire. Le ras-le-bol des riverains de Pontchâteau, installés dans les 3 rues principales de la ville. Ils dénoncent aujourd'hui le non-respect des limitations de vitesse et le manque d'aménagement routier pour faire face à une circulation très dense, aussi bien en voiture qu'en camion. Christelle Pinault et Fabienne Béranger les ont rencontrés. La rue nantaise, très fréquentée, avec près de 8000 passages de véhicules par jour. Un des accès principaux au centre de Pontchâteau. Étroite, les camions ou bus sont obligés de monter sur les trottoirs lorsqu'ils se croisent. Les heures de pointe et les excès de vitesse fatiguent les riverains. Nous demandons des ralentisseurs en haut et en bas de la rue nantaise pour que les panneaux 30 qui ont été remis à neuf récemment soient enfin respectés par les automobilistes et que cette portion de rue qui est à 30 soit réellement limitée à 30. La mairie a bien prévu des aménagements, comme un premier plateau piétonnier pour sécuriser les abords des écoles, un changement d'horaire pour l'écart scolaire à la rentrée, mais tout cela ne suffira pas. Il faudrait inciter certains camions à ne pas transiter par le centre-ville, sauf dessertes locales. Je rencontre le préfet en juillet et j'espère qu'il acceptera d'avoir un arrêté de suppression d'un certain nombre de véhicules lourds, principalement les véhicules dangereux, qui pourraient prendre la nationale jusqu'à Savenay et la nationale et revenir par la 165. Donc, ce qui enlèverait un certain nombre de pressions sur les riverains. L'autre rue historique à problème, la D773, dite de Saint-Nazaire, déclassée par le schéma routier départemental de 2006, pourrait être requalifiée, ce qui signifierait la mise en place d'une déviation. Par ailleurs, la construction d'un viaduc est annoncée pour 2011, peut-être la fin d'un long combat pour les habitants de ce quartier. La direction du Hellfest, le festival de musique extrême, a obtenu gain de cause aujourd'hui. Suite à une décision du juge des référés, il n'y aura aucune obligation de présenter à l'avance la liste des chansons jouées à la Confédération des associations familiales catholiques, comme elle l'avait demandé. En revanche, tout mineur devra être accompagné. Nous y reviendrons dans votre édition régionale. Le Conseil général de la Loire-Atlantique passe à l'action. Il vient d'annoncer qu'il allait engager un recours en justice contre l'État. Il réclame le versement de 400 millions d'euros qui auraient dû être pris en charge par le gouvernement dans le cadre de transfert de compétences depuis 2002. Ce n'est pas encore la fin de l'année dans les écoles, mais le comité technique départemental qui doit publier la fameuse carte scolaire pour la Loire-Atlantique s'est déjà réuni aujourd'hui. Sont annoncées 10 ouvertures de classes et 6 fermetures. La FSU a appelé dès ce matin à une manifestation. Les explications de Jean-Paul Delance et Daniel Le Floch. 9h ce matin, faible mobilisation devant l'inspection d'académie de Loire-Atlantique. Une cinquantaine d'enseignants, de parents d'élèves et d'élus locaux ont répondu à l'appel des syndicats de l'éducation nationale qui s'inquiètent des orientations de la future carte scolaire. Cette réunion donne lieu à des contestations serrées concernant les effectifs. Parfois, une ouverture ou une fermeture se joue à 1 ou 2 élèves près. Ça n'est quasiment qu'une bataille de chiffres. L'inspecteur d'académie a modifié les seuils cette année scolaire en défaveur des écoles. À partir de là, il est plus difficile d'ouvrir, il est plus facile pour lui de fermer. Les écoles sont pénalisées et quand les écoles sont pénalisées, tout le monde est pénalisé. Certains élus de communes rurales comme Lusanger sont venus plaider leur cause. La fermeture programmée d'une des 4 classes ne fera qu'aggraver le problème des sureffectifs. S'il y a une fermeture de classe, nous serons avec 35 élèves en maternelle. Comment voulez-vous suivre 35 élèves de 2 ans et demi à 5 ans dans une classe de maternelle? Pour avoir des conditions d'éducation correctes, ce n'est pas très possible. Ce soir, les syndicats annoncent 6 fermetures fermes et 10 ouvertures fermes. 35 classes sont encore en sursis et seront examinées le 2 juillet. Les résultats officiels seront mis en ligne demain matin sur le site de l'inspection d'académie. L'inspection d'académie qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'armée à l'honneur depuis aujourd'hui avec l'ouverture d'Eurosatori, le salon d'exposition militaire qui se tient à Paris. L'occasion pour l'entreprise EM2 installée à Ancenis de montrer son savoir-faire. Cette société qui fabrique des tubes de carton destinés à l'emballage a pour principal client l'armée. Jean-Claude Salan et Jean-Pierre Brénuchon. Pour cette entreprise, la fabrication de tubes de carton relève d'un savoir-faire de 57 ans. Elle a investi 1 million d'euros depuis 4 ans pour disposer d'un matériel ultra moderne. Le produit, des tubes de carton, sont destinés à 85% aux civils et à 15% aux militaires. Donc le civil, effectivement, c'est par nature complètement variable et aléatoire. Comme je disais, on a un carnet de commande à 1 an dans le domaine militaire. Dans le domaine civil, c'est un carnet de commande à 4 jours. Donc il faut gérer un processus industriel à 4 jours.
Donc le secret, il est là, c'est savoir faire ça. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4% en 2009, malgré la crise. Produit biodégradable, le tube de carton doit répondre à un certain nombre de critères. EM2 veille donc à la qualité. Les échantillons que vous voyez derrière moi, c'est des échantillons qui sont destinés à des tests de compression radiale. Donc ça, c'est des échantillons prélevés lors des 24 dernières 48 heures. Donc tous seront testés un par un pour s'assurer qu'on répond bien au cahier des charges de nos clients. Peu ou pas de concurrents dans le domaine, EM2 s'adapte néanmoins aux données économiques et mise à fond sur la recherche et le développement. Du tube de carton de 10 mètres de long à celui qui sert à emballer les documents, le marché est porteur. Rien n'est porteur, donc il faut créer sa propre portance. Et donc c'est en rendant service à nos clients par une réactivité, une capacité à répondre dans un délai très court, soit pour quelques bacs, soit pour un camion complet. Donc le secret, il est là. Avec 10% de sa production à l'export, EM2 se positionne aussi sur le marché extérieur, un atout supplémentaire pour l'entreprise. Notre nouvelle série est consacrée cette semaine à la fourrière auto de Nantes, une fourrière ouverte jour et nuit pour accueillir les véhicules accidentés, volés ou simplement mal garés. C'est dire s'il y a du passage. Chaque année, près de 4000 véhicules sont déposés à cet endroit. L'histoire de ce lieu avec Olivier Quentin et Antoine Repère. Des vélos, des cyclos et surtout pas mal d'autos, la fourrière à Nantes ne désemplit pas. Comme dans toutes les agglomérations, cette mission de service public est confiée à une société privée sur appel d'offres à Nantes pour une durée de 4 ans renouvelable. Les véhicules qui sont ici sont stockés suite à une immobilisation à la demande des services de police, notamment pour défaut de permis de conduire ou absence d'assurance. Donc ils sont stockés là pour quelques jours, quelques semaines. À droite, nous avons le parking fourrière récente, c'est-à-dire que les fourrières qui rentrent tous les jours sont mises là, et si elles sont restituées dans la semaine, elles restent là jusqu'à restitution dans la semaine, et autrement elles sont décalées sur le dernier parc du fond pour laisser la place toujours aux nouvelles voitures qui arrivent. Benoît Desjamonnières est le patron. Il est aussi et surtout le patron du garage Louis XVI, qui assure la fourrière sur 7 communes de l'agglomération. Son grand-père a ouvert en 1922 le premier atelier, qui était rue Gambetta, proche de la colonne Louis XVI. Et c'est là qu'on apprend qu'il y aurait pu y avoir, pourquoi pas, une marque automobile de Dion Desjamonnières. Il était ami du marquis de Dion. Et le marquis de Dion était un passionné et un constructeur, qui est devenu un constructeur. Et ils étaient amis et ils ont donc débuté effectivement ensemble. Malheureusement, le marquis de Dion a choisi de faire affaire avec Monsieur Bouton, donc ce qui a donné la marque de Dion Bouton. En 1930 et 40, eh bien, les rayons de braquage des véhicules étaient très faibles, donc il fallait, pour éviter de nombreuses manœuvres, eh bien, on faisait tourner les véhicules sur cette plaque. Le dépannage est aujourd'hui la principale activité de la société qui n'effectue plus que des réparations rapides sur place ou à l'atelier. Mais les dépanneuses vont aussi chercher les véhicules accidentés ou mal garés pour les mettre en fourrière. Certains y resteront plusieurs semaines, mais ça, c'est une autre histoire. Tout de suite, votre édition régionale. Très bonne soirée à vous.